et puis de les recopier manuscritement. Ce que fait notre enquêteur Marcel Vervouzen. Et la pêche est bonne. Marcel Vervouzen découvre un procès verbal mentionnant la remise au greffe du tribunal de Dendermonde par un officier de police hollandais de centaines de photos à caractère pédophile, d'agenda, ainsi que 27 cassettes vidéopédophiles. Parmi ces pièces figurent déjà les retranscriptions écrites de scènes de viol d'enfants contenues dans l'une de ces cassettes. La fameuse cassette filmée par un certain Belge du nom de Norbert de Rijk. Il s'agit de la cassette Madeira. Marcel Vervouzen a donc la preuve, dès 1992, que le parquet de Dendermonde, que les autorités belges donc, ont leur possession tous les éléments suffisants pour stopper, pour mettre hors d'état de nuire le réseau de criminels pédophiles Thames-Madère. Mais il découvre également dans le dossier une photo tirée d'une des cassettes où apparaît le visage d'un criminel pédophile avec la mention inconnue. Rien n'est entrepris par les autorités belges pour découvrir l'identité du criminel. Marcel Vervouzen utilise donc un subterfuge qui, vis-à-vis de la loi, est peut-être un petit peu limite. Il prend la liberté de photographier en douce, donc au greffe du tribunal, la dite photo, avec la mention inconnue donc du criminel, et la diffuse par le biais de son association, le Morcoven Group National, pour une identification publique. C'est assez étonnant parce que lui, c'est bingo, la SPL Morcoven ne tarde pas à avoir le retour et à identifier cet homme. Il s'agit du Hollandais Van der Maten, pédophile notoire. Oui, alors, Marcel Vervouzen, enquêteur avisé et déterminé, a, dans ce contexte fort curieux, affiné sa stratégie. Premièrement, il applique une procédure particulière pour créer la panique chez les criminels et obtenir des réactions à son avantage. Afin de déstabiliser les criminels, il prône la confrontation directe et sans complexe. Sa notoriété le sert avant toute chose. Deuxièmement, grâce au bruit qu'il a su susciter autour de l'affaire, il s'est attaché le concours de journalistes de l'audiovisuel en mal de faits divers. Et dans un échange de bons procédés, il permet à ceux-ci de l'accompagner dans son enquête, bénéficiant de la médiatisation de l'affaire, en théorie, et surtout de la présence de témoins inattaquables. Parce que vous l'avez bien compris, tous les coups sont permis de la part de l'autorité belge, y compris celui de donner du crédit à des accusations, manque de témoins. Oui, sinon elle sera toujours encore une fois de plus accusée pour chantage, pour éviter... Dieu seul sait quoi. Alors, sa stratégie en fait se révélera toujours être payante. Il organise donc sa rencontre avec Van der Maten, le criminel impuni, sous l'œil déstabilisant d'une caméra de télévision. Ik ben altijd netjes opgevoed. Ik kan niet verwerken. Ik kan niet verwerken. Niet met die kinderen, eerlijk niet. Met die kinderen heb ik niks, met die kleine kinderen heb ik niks gedaan. Echt niet. Le criminel, effectivement fortement perturbé, comme on vient de le voir, par la situation et l'aplomb de l'enquêteur, prend le parti de charger ses complices et de tenter de se disculper. Il remet alors à l'enquêteur la copie de l'une des 27 cassettes du dossier. Il s'agit de la fameuse cassette Madeira, dont Marcel Vervouzen n'avait vu jusque-là que les retranscriptions écrites au palais de justice de Dendermonde. Alors, effectivement, apparaît, outre le dit criminel, ce qui est assez amusant, puisque Van der Maten apparaît sur cette cassette, il y a un autre criminel en pleine action, en crime flagrant qui apparaît, un certain Norbert de Rijk, parfaitement identifiable, le téléphoniste de l'hôpital de Thames. Fort de sa prise, et afin d'obtenir que des poursuites soient enfin engagées contre le réseau de criminels pédophiles, Marcel Vervouzen
en dernier recours, on va dire, se tourne alors vers le Portugal et remet aux autorités portugaises un double de la cassette qu'il a récupérée auprès de Van der Natten à un policier, à des policiers de Madère, toujours sous l'œil complice d'une caméra de télévision. En 1997, les autorités portugaises, saisies par Marcel Fervuzem, déclenchent enfin les poursuites d'usage, lançant des mandats d'arrêt internationaux. Il aura fallu 5 ans et toute la détermination et la ruse de l'enquêteur pour qu'une suite soit enfin donnée à son enquête. Le ministre belge de la Justice disait au Parlement belge « Il faut stopper le travail de M. Verwoezem. Il ne doit plus avoir le droit de travailler sur cette affaire. Il n'y a pas de dossier Thames-Madère. Il n'y a pas d'affaire Thames-Madère. » Le procureur Van Gent d'Anvers déclara qu'il n'y avait pas de dossier. Et c'est ce qu'avait déclaré le ministre devant tout le Parlement. Avant? Oui, et 2 jours plus tard, le ministre dit, après que Verwoezem ait frappé, le ministre déclare devant le Parlement, « Oui, messieurs, dames, notre justice a fait une erreur. Il y a un dossier Thames-Madère. » Il y a eu des arrestations de citoyens belges, hollandais, portugais. Il y a un très gros dossier Thames-Madère. Mes excuses. C'est un scandale retentissant qui secoue le monde et en particulier la Belgique. Grâce à Marcel Verwoezem, des criminels seront confondus et arrêtés par la police de Madère et plusieurs dizaines d'enfants au moins tirés de leurs griffes. Le scandale s'est rapidement étouffé et rares étant des personnes qui, aujourd'hui, ont entendu parler de cette affaire. Si les services de police d'État ne réussissent pas, avec tout leur personnel et le budget qu'ils ont, à faire quelque chose, pourquoi ne pourrions-nous pas prendre des initiatives en tant que citoyens et lutter contre la criminalité pédophile? Les enfants sont notre avenir. Ils sont ce qui a le plus d'importance dans le monde. Le matériel pédopornographique saisi dès le début révèle en fait que les enfants disparus, enlevés, sont exploités par des réseaux qui font commerce des viols et des tortures auxquels les enfants sont destinés. Marcel Verwoezem a réalisé un tour de force contre vents et marées et contre les autorités de son pays qui faisaient entrave à toute manifestation de la vérité. De Galumède à l'affaire de Thames-Madère, l'enquêteur activiste a déjà permis le démantèlement d'un réseau qui ne constitue en fait qu'une branche d'un vaste réseau. Les autorités belges, de leur côté, soutenaient mordicus que... Les réseaux n'existent pas. Ça vous rappelle quelque chose? Si Marcel Verwoezem est un héros et il ne le reconnaît pas, même aujourd'hui, il fait incontestablement de l'ombre aux autorités de son pays. Finalement, j'ai eu des contacts avec Markhoven, donc la ASBL Markhoven, avec la demande urgente, qui, au lieu de faire tout le temps des commentaires envers tout le monde, de mettre à la disposition de la justice la totalité des informations dont eux, ils disposent. Ils ont des informations, mais je leur ai demandé expressément de continuer la collaboration. Maintenant, nous avons tout intérêt à ce que le dossier, donc les enfants disparus, que les dossiers de pédophilie soient traités à 100%, et qu'on fasse la distinction entre cet élément essentiel du dossier et des dossiers qui se trouvent dans la marge, et donc l'élément Markhoven qui nous a causé déjà des problèmes doit être écarté du dossier fondamental, à savoir la disparition d'enfants, les réseaux de pédophilie qu'il faut analyser. Comment expliquer d'ailleurs qu'une simple association, qu'un appareil citoyen fasse autant de bilans devant une telle incompétence de l'autorité régalienne et dans un domaine aussi sensible? Mais notre enquêteur l'a bien compris. Il ne s'agit pas de l'incompétence, pas plus que de dysfonctionnement de la part de l'institution judiciaire belge. Celle-ci semble bel et bien instrumentalisée pour interdire toute enquête sur ces réseaux. De profondes jalousies ainsi que diverses sérieuses inimitiés nourries par des wagons de gens tout-puissants attendent donc Marcel Verwoezem au tournant. Mais celui-ci s'en moque bien.
Il est parfaitement conscient que son initiative est d'une impérieuse nécessité, qui concerne d'ailleurs chacun d'entre nous. Et il poursuit sa minutieuse enquête, parsemée de coups bas et d'embûches qu'il n'a jamais lâché depuis. En effet, toute l'enquête reste à faire, car si les criminels directement impliqués sont arrêtés après des années de tergiversation et que des documents effroyables ont pu être saisis, le travail des autorités judiciaires s'arrête curieusement là. Alors Marcel Verbouzem réalise qu'il n'est pas en fait en présence de plusieurs affaires distinctes. C'est très très important de le signaler parce que c'est là tout le nœud en fait, du problème est là. Il n'a pas affaire à plusieurs affaires distinctes, mais bien à un vaste réseau international dont les connexions formelles sont sous ses yeux, inexploitées par les autorités. Alors Marcel Verbouzem, lui, il tire sur le fil qui le tient depuis l'hôpital d'Anvers et l'association Genomed. Un fil qui se dénoue au fur et à mesure de ses investigations, malgré les tentatives désespérées des autorités pour le couper. Ce fil accroche les 27 fameuses cassettes. Sur celle appelée Madeira, un adolescent apparaît, un Belge du nom de Robbie van der Planken, ex-Fugger. Sur une autre cassette figure un adolescent ressemblant étrangement à un enfant allemand disparu en juillet 1993, Manuel Schadwald. La piste mène l'enquêteur en Allemagne, dans des bars réputés pour le proxénétisme de garçons mineurs. C'est ainsi que Marcel Verbouzem atterrit au bar Le Pinocchio à Berlin, au lieu du proxénétisme de jeunes garçons fréquentés à l'époque par un certain Lothar Glandorf, dont le nom figure dans le dossier de Thames-Mader aux côtés de celui de Robbie van der Planken. Ceux-ci ont été surpris en 1992 par la police hollandaise avec une troisième personne dans un appartement en compagnie d'enfants. Alors ils ont été arrêtés effectivement, mais relâchés ensuite, faute de preuves. Lothar Glandorf organise un trafic d'enfants entre la Belgique, le Portugal, la Pologne, l'Allemagne et la Hollande. Le criminel possède au moins un bordel, en partenariat, comme de nombreux autres, avec des studios de photos et des studios de tournage, un peu partout en Europe. Les bordels servent de lieu de racolage d'enfants et de pédophiles, et dans un deuxième temps, certains enfants sélectionnés sont aiguillés, sont envoyés sur des lieux de tournage, des studios de photos, comme par exemple en termes de lieux de tournage Madère ou Rotterdam. L'enquêteur remonte jusqu'à Robbie van der Planken, le jeune prostitué figurant sur une cassette de l'affaire Thames-Mader. Entre-temps, Robbie van der Planken, l'ex-enfant Fugger, est devenu l'associé de Lothar Glandorf dans le proxénétisme d'enfants. Il gère, quant à lui, le trafic des enfants entre la Belgique et la Hollande. Marcel Verbouzem obtient de Robbie van der Planken des informations sur l'enfant allemand Manuel Schadwald. Il serait bien passé entre les mains des trafiquants d'enfants. À l'instar des appareils judiciaires belges et français, les autorités allemandes traitent l'affaire des disparitions d'enfants avec désinvolture. Elle ne semble pas se soucier particulièrement de celle de Manuel Schadwald. La piste dans les milieux pédérastes est juste une spéculation, l'affaire Manuel juste une affaire de disparition. Ça ne relève pas de notre compétence que des enfants disparaissent. Qu'un enfant disparaisse peut avoir de multiples raisons. Quelques-uns fuguent, d'autres sont vendus par leurs parents. Qu'est-ce que j'en sais? Ça ne concerne pas le parquet. Nous commençons à travailler quand nous avons des éléments de délit. Ici, nous n'en avons pas. Se sentant menacés par l'intervention de Marcel Verbouzem, la hantise des pédophiles et des trafiquants d'enfants, Robbie van der Planken,